Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une heure de conversation vaut mieux que 50 lettres, écrivait Madame de Sévigné dans Correspondance. Dans ce long format podcast sur Hype Soul, retrouvez, comme son nom l'indique, un moment particulier avec un artiste, une conversation pleine d'anecdotes à l'échelle d'un morceau ou d'une carrière, d'une simple rime ou de pages entières, une discussion pour entrer un peu plus dans l'univers de l'artiste invité. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir un des rares artistes qui a vécu plusieurs vies au cours d'une même carrière. Un des piliers de la Mafia Qu'un Free au sein du groupe Intouchable, il sera un des pionniers du label Watibé en tant qu'artiste signé. On se rencontre aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son 4e album, Dysnomia, le 14 mai 2021. Le moment idéal pour revenir sur plus de 20 ans de carrière dans une interview fleuve avec l'amiral en personne. Bienvenue à bord de ce 12e épisode, un moment avec Dry. Dry, comment tu vas ? Écoute Youssef, ça va, merci et toi ? Ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour se parler à l'occasion de la sortie de ton album, Dysnomia, si je prononce bien. C'est exactement ça. Parfait. Il y a maintenant quelques semaines, c'est ça, qu'il est sorti ? Il est sorti le 14 mai. Tu as eu des retours en général, t'en retiens quoi de cet album au niveau de la critique du public ? Énormément de bons retours parce que finalement j'ai repris une direction que j'avais prise à l'époque, un peu celle qui ressemble à la Mafia Qu'un Free et le Intouchable. Donc ça veut dire, mais dans mon dernier album c'était très, on va dire très Watibé, c'est-à-dire très tube, pop, urbaine. Bon. Et je voulais un peu revenir un peu aux sources et c'est aussi un désir des premiers fervents supporters de la Mafia Qu'un Free, quoi, qui aiment bien quand je rappe et puis moi aussi j'aime rapper. Et je trouve que dans mon dernier album, je m'étais un peu trop bridé à ce niveau-là. Tu parles de la Mafia Qu'un Free, ça tombe bien. On va revenir à la genèse, au tout début. Comment toi, tu te prends le rap en mode auditeur ? Qu'est-ce qui vient à toi en premier en termes de rap pur et dur ? Franchement, en tant qu'auditeur, la première fois que j'ai écouté du rap, ça a été un kiff. C'était une découverte. Après, j'ai toujours aimé la musique. Que ce soit Michael Jackson, même Jean-Jacques Goldman, voilà, tu vois. J'ai toujours baigné dans la musique, j'ai toujours aimé la musique, tu vois. Ou ce soit de la soul, parce que j'ai des grands frères, ou de la funk. Mais quand j'ai écouté ma première cassette de rap, c'était Rap Attitude à l'époque. Donc il y a quelques sons de Tonton David, bon et j'en passe. Ça a été, je ne vais pas te dire un déclic, mais ça a été un kiff, vraiment un kiff total, quoi. Je me suis dit que cette musique-là, c'était ça que j'allais écouter à partir de maintenant, quoi. Ça que tu allais écouter, et quand est-ce que tu t'es dit que c'est ça que tu allais faire ? Je me le suis dit très très tard. Je me le suis dit des années après. C'est vraiment, même quand on m'a intégré dans le groupe Intouchable, j'étais juste bac. C'est-à-dire je faisais les bacs, mais je n'avais pas pour optique de rapper en vérité. Je savais pas que, déjà je n'étais pas sûr d'y arriver, et puis de deux, c'était pas trop mon truc. Je voyais très bien que les autres qui étaient dans mon groupe se débrouillaient très très bien. J'ai jamais eu cette ambition-là en fait de rapper. C'est vraiment Kerry James qui m'a forcé à faire un couplet dans la compile légendaire à l'époque. Donc le déclic a été provoqué par Kerry ? Ouais. Sacré Kerry. Et du coup, ton premier couplet, ça donnait quoi concrètement quand tu es rentré en studio, la sensation ? Est-ce que tu t'en souviens comme si c'était hier ? Je m'en souviens, ouais, je m'en souviens. Bon, le premier couplet, tu t'en souviens. Bon après, je ne le trouvais pas extraordinaire le couplet, mais j'ai trouvé ça correct et puis le retour des autres m'a fait plaisir. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, tu vois. Et j'ai trouvé l'exercice aussi assez cool et je n'ai pas trouvé ça compliqué. J'ai écrit simplement. Non, c'était lourd. En plus, c'était un petit passe-passe avec Kerry James, tout ça. Non, c'était lourd. Vraiment un bon souvenir. Et après, j'ai reposé dans l'album à Kerry James sur Show Business 2. Tout petit à petit, on a commencé à prendre nos marques, quoi. Kerry James de la Mafia Qu'un Free, au sein de la Mafia Qu'un Free, Idéal J. Exactement. Je voudrais revenir sur les micro-groupes qui se sont créés au sein même de ce collectif, qui est la Mafia Qu'un Free, un des collectifs légendaires de l'histoire du rap français. Quelles sont finalement les différences de création quand tu es en solo, quand tu es en mini-groupe et quand tu es avec toute la Mafia Qu'un Free ? Qu'est-ce que tu fais comme réelle différence quand tu vas en studio au niveau de la création des morceaux ? Quand tu es avec la Mafia Qu'un Free, tu as 16 cerveaux pour réfléchir déjà. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Et on a des critiques objectives immédiatement parce qu'on est des gens qui se disent la vérité en général. Donc des fois, ça te brise le cœur, mais c'est pour notre bien. Alors que faire un album solo, par exemple,
C'est toi et ta propre réflexion, c'est tes idées. Il faut quand même avoir un certain recul. Je trouve que c'est un exercice beaucoup plus compliqué solo qu'en groupe, surtout en collectif avec la Mafia Qu'un Free. Parce qu'en groupe, oui, il y avait Démon. C'est souvent Démon qui prenait les initiatives. J'ai amené aussi des idées de morceaux, bien sûr. Hein. Mais Démon, c'était vraiment son truc, donc je l'ai beaucoup suivi à ce niveau-là. Je posais cette même question à AP il y a quelques semaines. Là, on était dans un studio, gaulerie et tout. Je lui disais, est-ce que tu as conscience que vous, avec la Mafia Qu'un Free, avec le clip de Pour ceux, qui est, on va dire à égalité, est-ce qu'il est sorti avant 93 Hardcore de Tandem? Donc, c'est le premier clip comme ça. Pour ceux à lancer ce qui est aujourd'hui la plus grande vague au niveau cinéma, vidéo, dans l'histoire du rap français. Est-ce que tu en as conscience et surtout, qu'est-ce que tu gardes de ça? Une fierté, mais dans quel sens finalement? Donc déjà oui, on a été les premiers. On a été les premiers à ce niveau-là. On regardait beaucoup les clips Quinry et quand je regardais les clips d'NTM, les groupes qu'il y avait à l'époque, oui, il y avait une ambiance des fois cité, ghetto, mais pas représentée comme nous on l'a fait, quoi. Donc franchement, on en garde une fierté. On a posé notre pierre à l'édifice, tu vois. On a marqué l'histoire du hip-hop. C'est pas rien. C'est pas tout le monde qui fait ça, tu vois. Et on a été un déclencheur pour des groupes jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Donc franchement, c'est une fierté. Honnêtement, c'est une fierté. J'en garde un excellent souvenir. C'était marrant ce tournage. Les Condés, les gens, bon. C'est bien passé, mais ça aurait pu très mal se passer. La caméra, Ojibi qui fait un kebab. Non, franchement, c'était les meilleurs moments, j'ai envie de te dire, tu vois. En tout cas, gros souvenir et très très bon souvenir. Par rapport à ça, j'avais une petite question. Il y a un petit jeune homme qui est en photo avec toute la Mafia Qu'un Free. À un moment, vous êtes allé à Marseille, dans un quartier qui s'appelle Fond Vert, et vous avez pris des petits qui rappaient. Aujourd'hui, ce jeune homme, il multiplie les singles d'or. C'est plus trop un jeune homme. Il s'appelle Soso Manes. Est-ce que vous avez suivi un petit peu l'évolution de ceux qui vous ont, on va dire, beaucoup écouté, qui vous ont pris, pour exemple? Après, je ne peux pas suivre l'évolution de tout le monde, mais après, Soso, c'est différent. Je connais très très bien son grand frère. Je le connais depuis qu'il est petit. Voilà, quoi. On avait une affinité assez spéciale avec beaucoup d'amis de Marseille que j'ai en commun, dont son grand frère. Donc oui, on a suivi son évolution, mais bon, c'est comme un petit frère pour nous en vérité, tu vois. Et il se rappelait avec un autre Sofiane qui, lui, il n'a pas eu exactement la même voix. Pourtant, il était bon, c'était un très bon rappeur aussi. Il me semble qu'il est toujours en prison à l'heure où on se parle. À l'heure actuelle, oui, il est en prison. Donc non, c'était... Lui, en tout cas, j'ai suivi son évolution, c'est sûr. Après, oui, il y a des gens, comme les gens de mon quartier... Bon, après, ils n'ont pas fait des disques d'or comme Soso à l'heure actuelle, tu vois. Mais bon, les proches qui sont, enfin, nos proches, c'est sûr qu'on suit quand même un peu leur évolution et on suit leur carrière. C'est normal. C'est vrai que la Mafia Qu'un Free, leurs textes, vos textes, très jeunes, ils étaient déjà très bien écrits. Il y avait toujours un côté écorché, vif. Est-ce que tu as conscience de ce côté-là? Ayam, c'était un peu pareil, mais c'était beaucoup plus ensoleillé, Marseille. J'ai l'impression que, autant toi, très vraiment au tout début avec des textes sombres, Kerry avec ses tortures, Rof qui a écrit Génération Sacrifiée à 21 ans. Pourquoi tu penses que très jeune comme ça, vous avez eu des textes Je pense qu'on a connu la vie très jeune aussi, tu vois. Moi, j'ai perdu des potes à l'âge de 17 ans, 16 ou 16, je crois que même le premier, on avait 14 ans. Un accident de bécane, de scooter, bon, c'est tout bête, mais c'est des choses qui te marquent. Et on a souvent été habitués malheureusement à ce truc-là, à la mort, à la perte d'amis proches. Nos vies ne sont pas aussi faciles. Pour certains ça va, pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Donc la vie de rue, la vie de mec de cité, on va dire, pas essentiellement la vie de rue, mais la vie de mec de cité, on la connaît très très bien. Et on a juste su la relater, mais simplement, puisque c'est notre vie, tu vois, on n'avait pas besoin de trop réfléchir pour faire les sons qu'on a fait, quoi. T'as l'impression d'être un rescapé? On peut dire ouais, tu vois. On peut dire ouais. On aurait pu prendre une autre voie un peu plus sombre. Après, il n'y a que Dieu qui sait ce qui nous serait arrivé, tu vois. Mais j'ai eu la chance quand même d'avoir
une femme qui était solide, qui a su aussi me calmer à ce niveau-là. Et puis avoir des gosses, ça change beaucoup de choses. Donc, une femme, ça canalise. Quant à la femme qu'il faut, je pense que oui. La bonne femme, bien évidemment. Il y en a d'autres qui attirent d'autres démons. Il y en a qui peuvent être comme toi finalement et puis t'entraîner plus dans le bas que dans le haut, tu vois. C'est bien d'avoir quand même des opposés. Bien sûr. Si j'avais une meuf comme moi j'étais à l'époque, peut-être que j'en serais pas là, toi et moi, pour parler de tout ça, tu vois. Peut-être je serais en prison, peut-être je serais mort, peut-être je serais un schlag, j'en sais rien, tu vois. On a toujours dit derrière les grands hommes, il y a une femme. Bon, c'est pas une histoire de grands hommes, mais en fait, derrière un homme, il y a une femme. Maintenant, si c'est la femme qu'il te faut, elle saura te faire les choses dans le bon sens. Après, si c'est une femme matérialiste qui est un peu dans un mauvais mood, plus compliqué. Voilà. Elle t'emmènera là, peut-être juste pour faire des thunes, et t'encouragera peut-être dans ce monde-là, tu vois, dans ce monde-là. Alors que moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui m'a mis et ramené dans l'autre sens, tu vois. Donc, on remercie Allah. En parlant de sens, donc il y a le bon sens et il y a visiblement le mauvais, qui est plein d'autres expériences. J'imagine que le bon sens t'a été facilité dès lors que le rap est devenu ton métier. C'était quand ça? Quand est-ce que tu as eu cette première approche du business concrètement, qu'on t'a fait, on t'a fait signer des éditions, que tu t'es dit ok là je vais toucher une avance? Quand est-ce que, et surtout comment tu as vécu ce changement de vie, de dire ok maintenant le rap c'est mon métier? Je pense que ça s'est fait assez tard quand même. Hein. C'est pas, si on a perdu des proches en 99, c'est parce que ça a pas changé, les choses n'ont pas changé tout de suite. Pour certains ça a changé, pour d'autres ça a empiré et pour d'autres ça n'a rien changé, tu vois. Donc c'est vraiment beaucoup plus tard, c'est quand j'ai commencé à prendre vraiment de l'argent avec la musique, comprendre que en vérité j'avais pas besoin d'autre chose finalement, tu vois. Et ça je l'ai compris très tard, dans les années 2010. Donc entre temps de 99 à 2010, c'est pas la musique qui me faisait vivre en tout cas. D'accord. On a pris des sous avec la musique, mais c'est pas la musique qui me faisait vivre. Ça c'est sûr que non. 2010 Watibé il me semble. Voilà, c'est beaucoup plus cette époque-là, section d'assaut, les tournées, c'est là que j'ai fait mes premiers albums solo. C'est vraiment à cette époque-là que j'ai commencé à comprendre que finalement c'était un métier et qu'on pouvait en vivre tranquille, tu vois. On n'avait pas besoin d'aller prendre des risques, se lever tranquille le matin sans avoir peur qu'on te toque à la porte ou qu'on te casse ta porte. C'est dans les années 2010, début 2010 que j'ai vraiment pris conscience. Et puis ma fille, elle est née aussi à cette époque-là, donc les choses ont changé, quoi. Comment tu as rebondi de Mafia Qu'un Free à Watibé? Il y a un écart de génération, mais tu as su très bien vraiment une question de tempo. Déjà, en fait, Watibé, c'est Dawala qui l'a créé. Il l'a créé en 2004 pour sortir l'album La vie de rêve de Intouchable. Donc ça veut dire que ses premiers artistes à Dawala, c'est Intouchable. Les premiers artistes, Watibé, moi et Demo. Voilà, bon, Mamad Al-Hamou, il n'était plus là déjà. Mais voilà, c'était pour signer le Intouchable. Donc c'est pas vraiment un groupe un groupe paillette. Maintenant, c'est le fait que Section d'Assaut soit arrivé. Ça a mis en lumière Watibé. Bon, les gens ont un peu fait l'amalgame de tout ça. Et je me suis retrouvé dedans logiquement, puisque moi j'étais là avant eux. Je suis les murs du Watibé, moi. Ou du moins le socle du Watibé. Mais après, ça n'a pas été. Je pense que ça a été quand même un élan de fraîcheur pour moi, tu vois. Ils sont venus avec une autre manière de rapper, une autre manière d'écrire, une autre façon de voir les choses dans la musique. Moi, ça m'a beaucoup apporté de les côtoyer, tu vois. Ça m'a donné une seconde vie, mine de rien. Donc, ça n'a pas été compliqué. Je sais que je suis quelqu'un qui sait me poser sur pas mal de prod. Donc, ça n'a pas été vraiment difficile. Ça a été juste bénéfique pour moi. C'est vrai que quand tu parles, j'ai beaucoup l'impression que ce que tu cherchais aussi, c'était la stabilité financière, sentimentale, ce que tu veux, au niveau de la tête, quoi, de ne pas se dire, comme tu disais, que quelqu'un frappe à 6 heures pétantes. Mais, et du coup, est-ce que tu aurais préféré enchaîner les succès d'estime qui n'étaient pas commerciaux, mais les enchaîner vraiment, ou alors faire 2 ou 3 succès commerciaux et partir? Non, je pense que ce que j'ai vécu, c'était parfait en fait. J'ai pas eu de disque d'or, j'ai pas eu tous ces trucs-là, mais j'ai vécu extrêmement de belles choses, tu vois. Que ce soit avec Mafia Qu'un Free ou avec Watibé, tu vois.
Franchement, moi, ma carrière, il y a un bémol, j'ai pas la coupe, mais je pense que j'ai kiffé ma life en fait. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière pour essayer de changer ci ou changer ça, tu vois. Je pense que ça s'est très très bien passé. Enfin, ça s'est passé comme ça devait se passer, tout simplement, tu vois. Donc, je recherchais pas vraiment une stabilité immédiate, mais quand elle est arrivée, je l'ai prise, tout simplement. Tu dis ça, mais un single comme One Shot serait sorti aujourd'hui, serait single de diamant. À l'époque, c'était pas comptabilisé. Ouais, peut-être, ouais. Tu aurais des grosses certifications. Mais est-ce que tu te considères du coup comme un roi sans couronne? Tu sais, tout ouais, non, il y en a qui méritent un peu plus que moi, je trouve. Après, je pense avoir décelé aussi les choses qui n'ont pas joué en ma faveur. Mais bon, après, je suis comme je suis, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui expose ma famille, je suis pas quelqu'un qui expose mes enfants. Je suis pas trop dans le buzz, je suis pas trop à raconter ma life, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je suis quelqu'un de simple en fait. Et peut-être que finalement, quelqu'un de simple, ça plaît pas tant que ça, tu vois. T'es plus rough que B2O. Ouais, mais c'est même pas un clash. C'est une position, tu vois. J'affirme une position. On me pose souvent la question. Donc au moins là, je l'ai mis dans un son. Les gens ils auront plus besoin de me poser la question. Mais en gros. Mais qu'est-ce que tu as décelé? À part ça, à part l'exposition pour le buzz, aller trouver des recettes, qu'est-ce que tu as décelé qui a joué en ta défaveur? Je pense que, ouais, comme je t'ai dit, j'étais peut-être trop simple. Aujourd'hui, les gens, ils aiment les histoires. Ils aiment les histoires. C'est quand tu as un packaging, toi, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, Caris, il est arrivé, grosse barbe, calage par la fenêtre, tu sais, balèze, Renoir. Moi, je le connais, Caris. J'habitais à Sevran quand j'étais jeune. Bon, voilà, tranquille, tu vois. Tranquille. Mais il arrivait avec une image, tu sais, avec un concept. Et puis voilà, une façon de parler, un truc. Moi, c'est pas mon truc, ça. Même si ma vie, elle a été faite de ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il y a quand même des plus jeunes qui m'écoutent, il y a mes parents qui écoutent. Donc, même si je parle mal doucement, tu vois. J'en fais pas trop. Je pense que tu vois je pense que tu comprends ce que je veux dire, tu vois. Et je pense que voilà, être trop simple, trop comme monsieur tout le monde, t'intéresse pas tout le monde, justement. Et je pense que ça a été une de mes failles. Tu penses pas qu'il y a tout un côté cinéma qui est venu dans le rap? Ouais. Si, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté imagerie. Aujourd'hui, l'imagerie, je pense qu'elle vend plus que le son. Tu veux faire un son de qualité, mais tu fais un clip claqué, bon, vas-y, tranquille. Quand tu veux faire un son pété, tu fais un putain de clip, ça peut passer. Si la carrière était égale à l'espérance de vie, on fait une petite analogie. Une carrière, c'est une espérance de vie. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les artistes qui pètent aujourd'hui, qui ont pété hier, on va dire fin des années, on va dire 2017, 2018, est-ce que tu penses que, au même titre que quelqu'un aurait une espérance de vie plus faible, eux ont une espérance de carrière plus faible, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux, étant donné aujourd'hui la surconsommation, la saturation, chaque semaine il y a 5 projets qui sortent. Est-ce que tu penses que ça va être beaucoup plus compliqué pour eux d'aller toucher des carrières à la Dry que j'écoutais dans la cour du collège, que je suis en face de lui aujourd'hui, qui a sorti un nouvel album, à la Kerry, à la Rof, à la Booba? Je pense que aujourd'hui on fait des sons qui se consomment, des sons c'est pas péjoratif quand je vais dire ça, mais des sons fast food qui se consomment ultra rapidement. Je pense que les carrières c'est la même chose. C'est pas tous les artistes qui vont faire une carrière comme B2O ou comme Rof ou comme Kerry. Il y a peut-être un Gims, je sais pas, il y a peut-être, voilà, il y en a quand même, tu vois. Peut-être les Sofiane, des Fianso, tout ça. Je pense qu'il y a quand même des artistes qui peuvent faire des carrières. Mais il y a beaucoup de gens qui pètent aujourd'hui qui n'auront jamais de carrière, qui n'auront jamais de longue carrière. Et quand tu prends en pourcentage, c'est sûr qu'il y en aura beaucoup plus qui n'auront jamais de grosse carrière que inversement, tu vois. Tu penses à qui, par exemple À qui, je sais pas, mais bon, je sais pas, il y a des mecs comme, comment il s'appelle? Il y a plein de mecs que j'ai vus qui avaient tout cassé. Putain, j'ai oublié son blaze. J'en avais un en plus spécifique à qui je pensais là. Il a fait des gros sons, tout ça. Aujourd'hui, t'entends plus parler de lui. Moi, je veux retrouver le nom là, du coup. Non, mais ça va me revenir. C'est un mec du 9-4, je sais plus comment il s'appelle. Barré au State, après, je sais pas quoi, je sais plus pourquoi, bon, bref. On y reviendra tranquillement si tu retrouves. Moi, en tout cas, je pense que voilà, les longues carrières, il y aura vraiment un faible pourcentage
Aujourd'hui, c'est son jetable, carrière jetable, tu vois. On t'oublie vite, en fait. Comme tu as dit, il y a une surconsommation de son. Si tu n'as pas vraiment marqué ou créé ta vraie fanbase, une longue vraie fanbase, tu passeras à la trappe comme tout le monde. Hein. Et on parle pas du style de musique, là. Mais du coup, par rapport à ça, est-ce que tu penses que la nouvelle génération a un peu plus de mal à faire des albums classiques? Et pour toi, quel est en date le dernier classique dont tu te rappelles, en termes d'album ou de mixtape? Déjà, le dernier classique, j'en ai beaucoup. Hein. Tu sais, il y a des Idéologie Combat Continu, il y a Temps mort de Booba, La fierté des notes de Rof, et encore même son premier album, je crois aussi que c'est un classique. Arsenic, Quelques gouttes suffisent. Tu sais, il y a beaucoup de classiques. Hein. Je pourrais même te dire les points sur les i. Mais après, classique. Tu penses qu'il n'y en a pas eu après 2010? Après, si, il y en a eu. Moi, je te parle vraiment des récents. Quel est pour toi le dernier classique là? Tu te dis un album qui... Est-ce que pour toi, il y a un classique dans l'ère du streaming? Il y a un classique de Gims, par exemple, son premier album solo. Pour moi, c'est un classique. Subliminal? Ouais. Il est trop lourd, cet album. Après, franchement, en réfléchissant, ouais, même Niro aussi, quand même, ce premier album, pour moi, c'est un classique. En réfléchissant, il y en a quand même, tu vois, mais il y en a beaucoup moins qu'avant, je trouve. Hein. Après, peut-être que c'est plus ce qui me parle aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, les sons qui se font aujourd'hui, ça parle aussi à une autre génération qui, eux, c'est peut-être leur classique. Il y en a peut-être, il y a des albums de Jul, c'est leur classique. Tu vois ce que je veux dire? Tout dépend aussi du point de vue de tes connaissances en rap, avec quoi tu as grandi. Voilà, tu vois. Même envie de te dire, l'album de Jam, c'est un classique. Mais sinon, récemment, j'ai pas trop vu de classique, frère. Les gens citent beaucoup PNL, SCH, La Crime. Franchement, c'est pas. Je respecte le travail, tout ça, mais c'est pas des classiques pour moi. PNL, j'ai écouté, mais j'ai écouté quoi. C'est pas un truc. C'est pas ça, moi, un classique. Pour moi, je veux dire, si c'est pas ta cam, déjà, tu peux pas le considérer comme un classique. Enfin, je pense comme ça, moi. Après, franchement, tu m'as dit qui, SCH, peut-être son deuxième album, il était lourd de ouf. Anarchie. Ouais, on peut dire ça, mais je l'ai pas aussi ripé que les vrais classiques que moi je t'ai dit juste avant, tu vois. Mais c'est un très 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 lourd album. Franchement, c'est un très très bon album. Mais après, non, je suis difficile moi maintenant. Tu parlais de Niro à l'instant. Moi, un jour, un ami intervieweur, journaliste, il m'a dit aux États-Unis, il y avait, je crois, Lil Wayne qui a beaucoup influencé un tel. Et il y avait des sortes de camps, on va pas parler de parenté, mais des couleurs qui se sont retrouvées chez certains artistes plus jeunes, dues aux artistes plus vieux. Est-ce que toi, déjà, tu as eu des couleurs chez des artistes que tu écoutais en étant beaucoup plus jeune, qui se sont, on va dire, retransmises chez toi? Et ce serait quoi? Par exemple, tu peux me citer, je sais pas, AKH, ça sera pas ça. AKH m'a influencé parce qu'il y a eu ça qui s'est retransmis dans ma musique. Je pourrais pas te dire que ça s'est retranscrit dans ma musique, mais en tout cas, c'est sûr que tous ces gens-là, ils m'ont influencé. Que ce soit IAM, que ce soit NTM. Le Monde de Demain, je l'ai écouté 1 million de fois, le premier album d'NTM, tu vois, je veux dire. Même Doc Gynéco, moi, j'aime la musique. Mais après, je fais ce que moi j'ai à faire tout seul. Je sais pas. En fait, je pense en vrai de vrai, je pense que les gens qui m'ont vraiment influencé dans ma manière d'écrire, ma manière de voir, de comprendre le rap, c'est la Mafia Quinfri. C'est les Kiri James, 113, Intouchables, avant que je rappe avec eux. C'est toutes ces personnes-là que j'ai côtoyées qui m'ont appris le rap finalement. Je veux dire, donc, et ça a été toujours quand même un petit peu mes modèles, puisque finalement, c'est des sons que tu connaissais par cœur. Et c'est eux qui t'ont appris le flow, c'est eux qui t'ont appris un peu aussi toutes ces choses-là, tu vois. Donc je pense que si j'ai des modèles, c'est eux. Moi, je connais déjà quelques noms que je vais te citer juste après. Est-ce que tu pourrais me citer un nom chez qui tu penses, sans aucune prétention et on va dire objectivement, chez qui tu penses que tu retrouves un petit peu de ce côté Mafia Quinfri? Tu me parles d'artistes récents là? Plus jeune, ça peut être de 22 à 30 ans. Un peu plus que 30 ans même. De la Mafia Quinfri, j'en sens chez Nino. Je sens qu'il a écouté de la Mafia Quinfri quand même. Et lui, il serait à notre époque, il aurait été dans l'équipe sûre. On aurait fité sûr, ça c'est sûr, sûr de sûr. Parce que lui, par contre, pour le coup, j'aime beaucoup ce qu'il fait, tu vois. Après, il y a un Niro aussi, même si je sais qu'il a son style propre à lui, mais je sais que on a influencé toute une génération de rappeurs. En vérité, je peux t'en citer plein.
Mais après, je peux pas te dire que je ressens essentiellement l'essence de chez nous dans leurs textes, tu vois, ou dans leur façon de rapper. Mais je sais qu'on a influencé toute une génération de rappeurs. Gizmo, Sûrement, sûrement. Ouais. Fianso. Oui. C'est intéressant parce que c'est tous des gens, c'est positif de dire ça, même si c'est négatif, mais torturés, mélancoliques, qui sortent des textes impressionnants. C'est sûr. Après, c'est des gens de la rue, hein. C'est des gens de quartier comme moi, comme ceux de la mafia, comme plein d'autres gens, comme toi, je sais pas, tu vois. Donc finalement, on vit un peu tous la même chose, sauf que nous, on a su le raconter d'une manière qu'ils comprenaient directement et qui leur parlait vraiment. Moi, j'ai dû rattraper parce que j'étais pas né, mais mais justement, par rapport à ça, tout à l'heure, on parlait par exemple du titre One Shot. Il me semble qu'il y a le titre Cérémonie avec ouais, le côté on a section fait tellement d'assaut. avec la section. Il y a Mon Défaut, je fais ma mélodie avec Gims, j'ai fait assez avec la section aussi. Est-ce que Wati t'es Bon Son, Il me semble Wati que t'es by présent Night. sur Wati by Night, ouais, c'est ça. Wati Bon Son, Wati by Night, on a fait tellement de morceaux ensemble que. Le morceau qui enflammait les cours de récré. Ah, Wati by Night, c'est quelque chose. Hein. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu penses avoir fait, toi, dans ta carrière, c'est pas péjoratif, hein, que ce soit avec l'arrivée du streaming, que ce soit avec les placements radio, des concessions dans ta musique, non pas pour la travestir, mais pour aller peut-être trouver un autre public, et des fois même c'est naturel de dire, ok, lui il peut le faire, moi je peux le faire aussi. Bien sûr que j'en ai fait. C'est une évidence. Tu penses à un titre, à une phase comme ça où tu t'es... Non, je pense à des albums carrément, tu vois, où j'ai fait vraiment des. Voilà, tu sais, c'était plus vraiment des RY d'intouchables. Parce que j'étais dans un concept où bon, c'est bon, on a grandi, on n'est pas obligé de dire nanana, bon, aussi on voulait passer en radio, c'est mais que vrai. les choses se passent bien. T'as un créneau devant toi, pourquoi tu veux faire le mec viens, on prend de l'argent. À la base, quand même, on a fait ça. À la base, c'était pour le plaisir, mais aujourd'hui, c'est un travail. Bah, viens, on travaille, frère. Le but aussi, c'est de gagner sa vie. Mes gosses, ils manquent de rien, et ma femme aussi. Donc oui, bien sûr que j'en ai fait. C'est intéressant, moi je m'attendais à ce que tu me répondes ça, mais pas aussi, on va dire, sincèrement. Non, mais après, qu'est-ce que j'ai approuvé, frère? Moi, j'ai fait tellement de trucs dans ma vie, je m'en fous en vrai. Tu sais, en vrai de vrai, je m'en fous de ce que les gens y pensent. Parce que ça, plein de fois, les gens ils m'ont dit, enfin plein de fois, mes potes. Mais t'as pas peur que les gens, mais je m'en bats les couilles en fait. En vrai, qui me donne à manger ici? Quand moi j'étais en galère ou quand il y avait des trucs, c'est qui est venu me donner à manger, qui est venu me tendre la main? Personne. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui je vais plus être dans une direction de grave la rue, tout ça, que les gens vont casser du sucre sur moi. Ils savent pas où je suis passé en vérité. En vrai, ils savent pas où je suis passé, ils savent ce que j'ai fait. Après, il est libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Je peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils ont envie de penser. Mais c'est pas des choses qui me touchent, je m'en fous. Donc là, j'étais en vérité, là, je t'ai parlé sincèrement, tu vois. Totalement. Tout à l'heure, j'ai mis un peu de crème, vas-y tranquille, tu vois, mais en vrai de vrai, on s'en fout, frère. Moi je suis content, ça fait du contenu, c'est sincère. Par rapport à ça, moi je vais te citer une phrase d'un couplet. On a bouffé du peura sans étouffer, chercher la gagne sans la toucher. Tu penses que tu l'as touché aujourd'hui? La gagne, c'est vaste. Bon, bah après, ça va. Si aujourd'hui je suis encore là et je vis encore de la musique, c'est qu'on n'a pas touché la gagne comme certains. Mais assez pour être bien, tout simplement, tu vois. Assez pour vivre correctement. Donc, avant ça, oui, on a fait du peura sans étouffer avec la mafia qu'un free. J'en ai fait. J'ai cherché la gagne, on l'a jamais eu. Bon. Voilà quoi. Et du coup, tu penses que dès lors que tu as commencé à toucher de l'argent avec la musique, sérieusement, je pense aux années 2010, avec Watibé, tu t'es tout de suite dit, ok, j'ai tellement attendu ce moment, mais ok, c'est là, on va faire un vrai système économique, je vais apprendre et je vais rentrer directement dans le dur, ou est-ce que par exemple, tu as laissé quelqu'un gérer tout ça? Est-ce que tu as vraiment mis la tête dedans à ce moment-là, dans le business? C'est-à-dire, dans le business? Non, pas essentiel, pas vraiment. Pas vraiment, sinon il y a plein de trucs que j'aurais commencé beaucoup plus tôt. Je me suis surtout laissé driver en kiffant quoi. En vérité, tranquille, je prenais de l'argent, on faisait des tournées, je fais des sons, ça rentre en radio, tranquille. On est content. Voilà. Tu sais, des fois, après ça peut être des regrets, des petits regrets que je peux avoir, tu vois, en vérité. Parce que si on avait eu vraiment l'esprit d'entrepreneuriat beaucoup plus tôt,
Je pense qu'à l'heure actuelle, j'aurais même pu développer un label, j'aurais peut-être même déjà plein d'artistes qui auraient pété, va savoir, tu vois. Même si on l'aurait fait même encore plus tôt avec la Mafia qu'un Free, peut-être que là, on serait un truc comme Watibé, tu vois, je veux dire, côté de fou, tu vois. Mais niveau terre-terre. Mais on n'avait pas vraiment cet esprit-là à l'époque, tu vois. C'est vraiment en grandissant avec le temps, et puis voilà, tu prends au bout d'un moment, c'est bien beau de s'amuser, mais bon, on a des responsabilités. Et là, tu commences à te remettre un petit peu en question et à essayer de faire les choses correctement, mais bon, des fois, tu le fais un peu tard, quoi. Ce que j'aurais aimé, c'est le faire beaucoup plus tôt. La Mafia qu'un Free, je rebondis sur ce que tu viens de dire, aussi crue et aussi vraie elle a été. Tu penses que ça aurait pu devenir Bien sûr. Watibé ou Section d'Assaut? Bien sûr, ça aurait peut-être pas pu être Watibé faire des tubes et des tubes, mais on aurait pu produire beaucoup d'artistes. Et le fait de produire des artistes, je peux avoir une pépite, et ben moi-même, ça me fait du bien en vérité. Financièrement comme psychologiquement. Même au-delà de ça, même pour mon rap, tu vois ce que je veux dire. Je lui donne la force, mais lui aussi il me donne la force quelque part. Il me la rend. Il me la rend et je suis bien vu. Voilà, je fais avancer du monde avec moi. Plus on est, plus on rit, en vérité. Et pour manger, tu ne mangeras jamais tout seul. Donc, en gros, c'est des trucs qu'on aurait dû faire beaucoup plus tôt, tu vois. Et nous, Mafia qu'un Free, je pense qu'il y en a eu un souci à ce niveau-là. C'est qu'on n'a pas donné le flambeau à la génération qui était derrière nous. Elle l'a pris, il était posé, elle l'a pris. Elle l'a pris sans le prendre, parce que regarde, quand tu regardes aujourd'hui le 9-4, ce que c'était à l'époque, on était un pôle du rap. C'était vraiment un pôle du rap, c'était incontournable. Tu penses que c'était le principal à une époque? Non, mais on était là. Et aujourd'hui, on n'est plus vraiment là, en fait. Ça se passe dans le 91, ça se passe dans le 9-3, ça se passe ailleurs. Ça se passe ailleurs que chez nous, tu vois. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Si on aurait donné le flambeau, on aurait poussé un peu derrière nous, on aurait poussé encore en bas, et en bas et en bas, je pense qu'on aurait toujours notre pôle à un certain niveau. Et ça a été une erreur de notre part. Mais c'est des choses qu'on a compris après. Enfin que moi, personnellement, je parle en mon nom, bien sûr, j'ai compris après. Tu penses que c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard, mais c'est dommage surtout. C'est dommage. On n'a jamais, on prend l'exemple des Quinri souvent pour plein de choses, mais pas pour les bonnes choses. Et ça, c'est un truc que les Quinri et que les Américains ils font souvent, de donner la force. Signer un artiste, voilà, tu lui donnes la force, il casse tout, et toi, tu es là. Même si tu es l'ancien, tu es là. Il refait un album, lui, il va te donner la force, tous ceux qui le suivent vont te donner la force, parce que c'est toi qui as fait ce petit-là aussi, tu vois. Un jour, Eminem, il s'est dit, il y a un jeune homme là, il a l'air pas mal, c'est devenu 50 Cent. T'as capté. Mais nous, on n'a pas cette... enfin, à l'époque, on n'avait pas vraiment cette gamberge-là, tu vois. Mais bon, on va pas avoir de regrets maintenant. Mais au moins de le reconnaître et de le voir, je pense que déjà, c'est une bonne chose. Je pense que naître dans le 9-4, ça rend la voix un peu plus rauque. Je crois que c'est fumé dans le 9-4. J'ai pu avoir l'occasion dans le studio d'AP, t'inquiète pas. Et moi, je suis sage, hein. Moi, je suis sage, tranquille. J'ai changé. Ça va aller, il n'y a que du Schweppes et de l'eau aux alentours. Et du coup, par rapport à ça, on va revenir sur l'album Dysnomia, sorti il y a environ un mois, presque un mois maintenant. C'était quoi la volonté principale derrière ce nouvel album? Pourquoi ce nom déjà? Parce que j'ai pas trouvé vraiment de... J'avais un nom qui s'appelait... Enfin, j'avais un titre d'album, Le Phénix. Mais Soprano, il a sorti un peu avant moi, donc je trouvais pas ça trop judicieux de remettre ça. Et entre-temps, j'ai cherché une phrase, maintenant ou jamais, tôt ou tard, les derniers seront les premiers. Ça fait comme une phrase, tu vois. Et je voulais chercher une suite à ça, et j'ai pas trouvé. J'ai cherché longtemps, j'ai réfléchi et tout, mais rien d'intéressant. Donc, je suis parti sur un autre concept totalement différent. Les planètes, j'ai cherché dans des planètes, on a fouillé avec des potes à moi, on a cherché. Jusqu'à ce qu'on tombe sur une planète qui s'appelle Dysnomia, qui veut dire l'anarchie. Ça m'a parlé direct. Et comme j'avais envie de faire un album un peu rétro, qui parlait beaucoup de ma vie d'avant, de l'ambiance d'avant, de ce qui se passait à l'époque de la Mafia qu'un Free, tu vois. Je trouvais que ça collait exactement à ce que je voulais, donc j'ai gardé ce titre-là. Première collaboration de l'album, elle arrive tôt. Je crois que c'est avec AP, du 113 et Kéros. La première, c'est avec le A. Au niveau même de la tracklist?
Dans la tracklist, c'est l'avant-dernier. C'est le 15e ou 13, 14e morceau, mais le premier que j'ai enregistré, c'est celui-là. Ok. C'est le premier son que j'ai fait. Ça s'est fait comment cette collaboration avec AP? Après, avec la collaboration avec AP, bon, AP, c'est AP. C'est la famille. Bon, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas posé ensemble. Je crois que la dernière fois qu'on avait posé ensemble, c'était sur son album. Qui s'appelait sur Discret. Ouais. Tempérament, le son, il s'appelait. Et puis voilà, quand même, AP, c'est quelqu'un avec qui je m'entends archi bien, donc j'avais envie de faire un son avec lui. Et comme c'est un Guada et que j'avais un son, je sais qu'il y avait un mec un peu Guada qui pouvait faire le refrain. J'ai appelé Kérosène direct, il a répondu présent. Il m'a fait le refrain, il nous l'a envoyé. Voilà quoi, c'est fait simplement, entre personnes qui se respectent. Dédicace à AP qui m'a payé un jus de fruits sans que je demande. Il m'a dit tu bois quoi petit frère avant l'interview. Dédicace à lui. Il y a un courant qui est arrivé, il me semble qu'il y a de la drill sur l'album. Ouais, il y a 2 morceaux de drill. Ouais. Comment tu t'es pris la drill? Ça existe depuis longtemps en quelque sorte, c'est une cousine de la trap, c'est un peu une variante. Comment tu t'es pris quand elle est vraiment arrivée déjà aux States, mais plus en France? Il me semble que c'était vraiment là où elle a connu son éclat, c'était en 2020. Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Comment tu te l'es pris toi la drill? Jusqu'à te dire, ok les petits jeunes ils posent dessus, on va voir déjà, qui. Moi j'écoutais beaucoup. On m'a beaucoup fait écouter la drill anglaise de base. Donc moi je trouvais le délire sympathique, tu vois, je trouvais ça vraiment pas mal et tout. Et après bon les Français s'y sont mis, tu connais, moi quand quelqu'un s'y met, je suis toujours chaud pour essayer. Donc je me suis essayé, sauf que j'ai pas pris les mêmes sons qu'ils prennent, j'ai essayé de faire des sons un peu qui me ressemblent. La drill un peu new-yorkaise, tranquille, après bon voilà, j'ai essayé, ça m'a plu. J'en ai fait un tout seul, j'en ai fait un autre avec la Hyène. Comme la Hyène aussi, c'est pas trop son créneau, ce genre de truc. C'était aussi amusant de le mettre, de voir comment il pouvait se débrouiller dessus. Il a relevé le défi, il a tout cassé, normal, tu vois. Donc voilà, après sinon je suis pas super fan de drill, c'est pas ce que j'écoute en vrai. Je te cache pas, il y a des sons que j'écoute, il y a des sons qui me plaisent, il y a des mecs qui savent faire de la drill. Après sinon, voilà quoi. Au moins c'est Mon clair. fils, il kiffe ça. Voilà, mon fils, lui, c'est le son, le bas, tout ça, tu sais, il kiffe, il kiffe. Moi, je kiffe, mais ce qui est bien fait. Il y a le retour sur scène de la section d'assaut en 2022, il me semble. L'année prochaine. Ouais. Il y a d'ailleurs Gims et Lefa qui sont présents sur l'album. Est-ce que toi tu seras en guest justement lors de cette énorme date qui s'est remplie en quelques heures? Il y a des chances quand même. Des petites grandes chances. chances, non. Normalement, je suis là. Après, tout dépend aussi de moi, ce que je fais à côté, tu vois. Mais bon, je pense que je serai sur 3/4 des dates. Et même si je suis pas dessus, je vais y aller. Tu sais très bien que je vais y aller quand même. Tu vas me voir sur scène normale. Non, c'est une aventure qu'on a commencé ensemble. Je trouve ça logique qu'on la refinisse ensemble. C'est des moments inoubliables, ces tournées qu'on a passées ensemble. C'était tellement lourd, c'était tellement... Sauf que je leur disais, parce que j'ai un recul un peu différent du leur, tu vois, j'ai déjà fait des tournées avec d'autres gens, et je leur ai toujours dit, kiffez, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, à un moment ou à un autre, tout ça, ça va s'arrêter, tu vois. Dédicace au Covid. Bien sûr, il y a le Covid, mais même après, dans nos carrières, il y a un moment où voilà, ça flanchera. Et finalement, tu n'auras pas profité des plus belles, des plus beaux moments qui peuvent se passer finalement, tu vois. Parce qu'on a fait des scènes de fou. Et je sais qu'il y en a qui n'ont pas profité. Donc là, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais en vérité. Cette tournée, c'est le moment où tout le monde, ne compte pas Gims dedans parce que c'est quelque chose qui vit toujours, mais où quelques membres de l'équipe, dont moi aussi, on ne vit plus vraiment aujourd'hui, tu vois. Donc je pense que c'est des choses qu'ils apprécieront au max, là, pour le coup. Donc c'est à ne pas rater. On sent une nostalgie forte chez toi. Non, bah toujours un petit peu. Après, que ce soit sur ça ou sur d'autres choses, tu vois, mais... J'en parle souvent avec JR Ocombe. On en rigole d'ailleurs. T'as une anecdote particulière, un souvenir vraiment particulier sur scène? Des tournées, que ce soit avec la Mafia ou Louatibé? Franchement... Une grosse salle? On les a toutes fait, sans prétention aucune. Hein. On a fait le Parc des Princes, fait le Stade de France. Bon, bien sûr, c'était Urban Peace, mais bon, j'étais là quand même. Et le monde, il était quand même là, tu vois.
On a fait des scènes en Afrique, t'imagines même pas, des stades bondés, frère, des lance-flammes dans la fosse et tout. J'ai vécu énormément de belles choses. Je pourrais pas te dire ce concert-là, il était mieux que l'autre en fait. Maintenant, si tu me parles à moi de ma carrière, à moi, un de mes meilleurs souvenirs, c'est mon concert à Lyon. Je fais un concert à Lyon, il était extraordinaire. Il n'y avait pas des milliers de personnes, je crois qu'il y avait peut-être 600-700 personnes. Mais c'est le meilleur concert que j'ai fait me concernant moi. Pourquoi? Non, le ressenti, l'ambiance avec le public, la connexion, tout, franchement, tout était parfait ce jour-là en fait. Tout était aligné pour passer un bon moment. Et je te parle de ça date de, je sais pas, il y a au moins 12 ans, je me rappelle encore. Sur ce disque, tu t'es surpris à un moment musicalement? Parce qu'il y a des expérimentations quand même. Où Ouais. tu es sorti de la cabine, tu t'es dit ok quand même là, j'ai bien posé. Par exemple Ouais, la drill. non, la drill, c'est pas été le truc le plus dur en fait. C'était quoi le truc le plus dur? Pour moi, le morceau le plus dur que j'ai dû écrire, c'est Intouchable. Dans la manière de le poser, déjà l'écrire. Je ne l'ai pas écrit, il n'y a pas de philosophie dedans, tu vois, mais il fallait essayer de faire comprendre aux gens à peu près, les mettre dans l'ambiance où on était, ou dans mon ambiance à moi, comment je vois le truc, tu vois. Et je trouve que c'est un exercice un peu compliqué, tu vois. Parce que moi, je suis plein de métaphores, tout ça, et là, il fallait que j'enlève tout ça, il fallait que je sois assez simple. Donc déjà, l'écrire, c'était compliqué. Une fois que je l'avais écrit, c'était le poser qui était un peu plus compliqué. Au début, je l'ai rappé, je n'ai pas aimé. Donc après, je l'ai chuchoté. J'ai essayé plein de trucs, en fait, tu vois. Là, pour le coup, j'ai essayé plein de trucs. Mais la drill, non. Il suffit d'écouter du son, hein, tu sais, t'écoutes du son, t'écoutes un peu les flows, tout ça, tu vois à peu près où est-ce que ça tape. Tu sais, c'est un mécanisme, la musique, c'est pas compliqué. Après, voilà, j'ai écrit, voilà, tranquille. Tu parlais tout à l'heure de l'après-concert. J'imagine que tu parles aussi d'une fin de carrière pour certains artistes. Pour tous les artistes. Tous les artistes ont une fin de carrière. Mais comment tu veux qu'on se rappelle de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Musicalement comme dans les principes. Moi, on retienne que je faisais du bon son, ça me suffit. Ce que je leur donne, c'est de la musique. Après, j'ai des partages avec certaines personnes qui apprécient ma musique un peu plus poussée, parce que voilà, au final, on devient des amis. C'est des gens que j'ai vus sur 40 millions de tournées. Je les ai vus grandir finalement. C'est des gens, ils avaient peut-être 15 ans à l'époque de One Shot. Aujourd'hui, ils en ont combien? Ils en ont bientôt 30. On a gardé des liens. En fait, voilà, eux me connaissent. Maintenant, ceux qui ne me connaissent pas, qui retiennent ma musique, déjà c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut leur laisser d'autre? Il y a beaucoup de journalistes qui trouvent des citations pour décrire les artistes ou leur carrière. Je pense à Juliette Févé notamment, chez qui tu étais il y a quelques semaines, quelques jours. Toi, est-ce que tu as une citation, quelque chose, une phrase que tu as retenue, soit pour décrire ta carrière ou qui t'a vraiment servi pour ta carrière? Un conseil d'un grand. Ce qui m'a servi pour ma carrière, c'est peut-être les derniers sont les premiers finalement. Au début, j'en ai trouvé un titre, mais finalement c'était un concept, ça en est devenu un concept, tu vois. Parce que je parle de derrière, moi je parle du fond de la classe. Je suis pas arrivé en tête, pas encore, peut-être qu'il me reste encore quelques crédits, mais bon, ça a été quand même un leitmotiv pour moi, tu vois. Pour résumer ça, je dirais une phrase de La Fouine qui dit « Dernier de la classe sera premier sur iTunes ». Elle est pas mal celle-là quand même. Pour la dernière question de l'interview, j'ai ma petite question à moi, la mise en situation. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Déjà, il faut me dire, c'est possible que tu n'en aies pas, est-ce que tu as une collaboration que tu as toujours voulu faire ou que à l'heure actuelle tu peux faire, tu voudrais faire avec un artiste qui peut être d'un autre genre musical, un artiste qui peut être décédé, il peut être de toute nationalité, un artiste à qui tu penses à l'heure actuelle? On te donne le temps d'une session studio avec cet artiste. Peut-être avec Biggie, vas-y, un artiste mort, Biggie, t'es trop chaud Biggie. Et puis c'était un personnage quand même, genre. Tu dirais Biggie? Ouais, je dirais Biggie. Là, si tu regardes autour, on est à New York, dans un studio. Mise en situation. Il y a Biggie à la porte. Déjà, il a faim, il est à l'heure, mais il a faim. Il dit, j'espère que tu as préparé quelque chose. Il y a des restaurateurs qui viennent au studio. Qu'est-ce que tu lui fais manger? Entrée, plat, dessert, il y a quoi? Pour bien qu'il ait de la force pour poser le morceau. Non, je crois que je fais manger un truc de bien de chez nous quand même. Quoi, par exemple?
Ah, moi je suis congolais, je lui fais un bon petit riz, saka, poisson salé, poulet braisé, qui sache un peu d'où il vient, d'où il vient le frérot. À la base. Tu penses qu'il va pleurer comme Futur a pleuré en mangeant le poulet braisé de Caris ou pas? Je sais pas, mais en tout cas chez moi il est bien fait gros. Est-ce que tu fais le refrain? Si dit c'est toi qui drive le morceau, est-ce que tu lui dis je fais le refrain? Franchement, je pense que l'essentiel ce serait de faire un son lourd. Ça m'empêcherait peut-être pas de faire le refrain, mais s'il a un meilleur refrain que moi, je pense que je prendrais son refrain, tu vois. Mais bon, après c'est quelque chose, c'est un rêve qu'on est en train de se dire, tu vois. Mais l'essentiel, je pense que, l'essentiel ça aurait été de faire un putain de son tout simplement, tu vois. Peu importe ce que je pose, peu importe ce qu'il pose, tu vois. Et puis ça aurait été un moment historique pour moi. Peut-être pas pour lui, tu vois, mais à part Peut-être. À part peut-être le poulet. Il aurait kiffé, je pense. Petite sauce chien, il aurait kiffé, à mon avis. Dry, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. On rappelle Dysnomia disponible partout depuis déjà quelques semaines. Je sais pas si tu as un mot de la fin. Non, que tous les gens qui te suivent continuent à te suivre. Je pense que tu fais du très très bon travail, très professionnel. Et grosse force à toi, si tu as besoin de moi, n'hésite même pas. Mon mot de la fin, ce sera celui-là. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez retrouver tous les autres sur les plateformes de streaming. C'était Youssef sur Hypesoul et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews.